avec les objectifs et l'image de l'ONG. Et ça garantit que tous les intervenants utilisent le même langage, c'est ce que je disais un petit peu avant. Ensuite, la gestion des parties prenantes. Le plan de communication, il permet de déterminer qui sont finalement les parties prenantes, les bénéficiaires, les bailleurs, les partenaires, les médias, la communauté locale, et ensuite de les engager tout au long du projet. On peut choisir des moments clés qui vont parler davantage. Je donne un exemple par rapport à ça, c'est juste en termes de moments clés, c'est quand on fait, par exemple, sur la journée de l'environnement et on est une association qui justement évolue qui a ces objectifs-là. Donc, c'est d'aligner le moment clé. La mesure de l'impact, là, c'est de prévoir des mécanismes de suivi et de mesure pour s'assurer que on a bien touché le nombre de personnes qu'on voulait, finalement, quel taux d'engagement on a eu sur les réseaux, comment a été perçu l'appel à dons par les publics. Toutes ces données-là sont très instructives parce qu'elles permettent d'ajuster la stratégie en temps réel, et donc il faut les avoir définies et puis les suivre tout au long pour pouvoir réagir assez rapidement. Pour un événement, par exemple, c'est le nombre de participants, le nombre de médias présents, le nombre de retombées presse par la suite. Voilà. La gestion des risques et crises, ça c'est un des points aussi qu'on met souvent dans le plan de communication, c'est parce que on veut s'attendre au pire et avoir déjà prévu une réponse au pire, parce que quand le pire arrive, on est déjà pris un peu par le temps, donc il faut réagir très vite. Donc, c'est d'essayer de voir quelle serait cette situation et comment on pourrait y réagir. Et par exemple, dans le cadre d'un projet ou l'accident sur un terrain, comment on devrait réagir, comment on devrait communiquer pour que tout soit déjà plus ou moins mis en place et qu'on soit très réactif. Ensuite, on va voir comment créer un plan de communication projet. Là, vous avez 7 étapes clés. Vous verrez qu'elles reprennent en grande partie la structure d'une stratégie de communication. Par exemple, l'analyse préalable, on a déjà vu, etc. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de se dire que la stratégie de communication, c'est plus large. C'est l'ensemble de l'organisation. C'est une vision à long terme. Ça inclut les volets institutionnels, la notoriété, etc. Et là, dans le plan de communication projet, c'est une déclinaison très ciblée. On est à un niveau plus concret, plus opérationnel. Donc, en termes de temps, on est à une durée précise. On a ciblé des acteurs peut-être un peu plus précis que si on est de toute la communauté. On est plus sur une communauté précise, par exemple. On est axé aussi sur la mise en œuvre. Donc, on a déjà vu, par exemple, analyse préalable, qui est le contexte, etc. Définition des objectifs de communication, c'est tout ce qui est le point le SMART. Identification des cibles, c'est les parties prenantes, les bailleurs de fonds, les bénéficiaires directs du projet, les partenaires stratégiques, etc. On en a parlé aussi. Le développement des messages clés en point 4, c'est tout ce qu'on a dit par rapport à par exemple, un message pour un bailleur de fonds peut insister sur les résultats quantifiables d'un projet, alors qu'un message pour les bénéficiaires, ça va mettre en avant les avantages immédiats du projet pour leur vie quotidienne. C'est ça qu'on appelle d'adapter finalement. Le choix des canaux de communication en point 5, on en a parlé un petit peu, et c'est de voir aussi finalement quels sont les canaux qui sont disponibles, quels sont les canaux sur lesquels on peut vraiment aller. Et aussi, parfois, on peut dire que les réseaux sociaux, c'est pratique, mais si on va dans un endroit plus reculé, rural, où l'accès au réseau est plus difficile, il faudra adapter. C'est pour ça que, par exemple, on garde la radio, alors qu'en ville, peut-être, la radio est un peu moins publicité. Donc, voilà, c'est une question de choix. Après, en point 6, on a la planification des actions de communication. Et là, c'est finalement de définir quand, comment chaque action va être réalisée. Définir qui en est responsable aussi. Par exemple, on va définir un plan de communication sur les réseaux sociaux.
on va voir quand est-ce qu'on va les diffuser, on va voir si on organise un événement ou une conférence, on va prévoir différentes actions de sensibilisation ou de collecte de fonds. Et finalement, c'est de structurer dans le temps. Et ça permet de prioriser les actions, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir répondre aux échéances stratégiques. Ça va permettre d'assurer la cohérence dans les messages, dans la continuité des messages. Ça va permettre aussi de suivre l'avancement, d'ajuster, de mesurer. Et pour tout ça, un des outils clés, c'est le calendrier. C'est un outil de pilotage parce que ça vous permet de, justement, un calendrier assez long dans le temps, avec les différentes personnes qui sont responsables, avec le temps de début, le temps que ça doit prendre, quand est-ce qu'il faut relancer, et le définir au moins à l'année, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Le point 7 qu'on voit ici, c'est l'évaluation de l'ajustement. Donc, c'est tout ce qu'on a dit, c'est des KPI pour pouvoir mesurer finalement est-ce qu'on est dans le bon et comment ajuster. Voilà, donc on a vu sur ce point-là. On va passer maintenant, donc on a eu une vision globale du plan de stratégie de communication, on avait un plan de communication, et dans le plan de communication, il y a aussi le côté plan média. Là, c'est pour définir les moyens et les canaux par lesquels les messages du projet vont être diffusés. Et c'est de s'assurer qu'on atteigne les bonnes personnes au bon moment. Toujours la même chose, avec le bon impact. Donc, c'est de voir finalement comment je vais réussir à maximiser la portée du message. Et là, on va choisir parce que des fois, ça peut être à la fois sur des médias traditionnels comme la télévision, la radio, la presse écrite, ou bien des canaux numériques, ou bien un mix des deux. Des moments peut-être au lancement, on mixe, ensuite on reste sur un canal privilégié, puis pour une annonce importante, on revient aussi aux médias traditionnels. Voilà, il faut s'adapter et ajuster. Ensuite, on a aussi comme objectif d'optimiser l'utilisation des ressources. Et là, c'est le temps, le budget, les efforts. Quand on parle de ressources, on ne parle pas seulement de ressources financières, budget, mais on parle aussi de ressources humaines parce qu'il faut s'assurer qu'on est bon là-dessus aussi. Et la coordination des messages, on en a parlé, c'est la cohérence des diffusions de messages à travers différents canaux pour éviter justement les incohérences. Et le plan de médias permet aussi d'engager la communauté. Et là, c'est très important parce que ça permet, par exemple, une campagne de financement participatif, elle est plus réussie si le message est bien transmis sur les réseaux sociaux au moment où les donateurs potentiels sont les plus réceptifs. Donc, c'est de s'assurer de différents points et d'avoir différents objectifs en tête, mais bien précis. Et donc, finalement, logiquement, on retrouve ici, pour créer un plan média, on retrouve les étapes similaires à un plan de communication, puisqu'on garde les mêmes fondamentaux, mais cette fois-ci, un plan média, et on va les énoncer rapidement. Une slide. Donc, on a se rappelé qu'on avait 7 points, là on en a 6, mais c'est à peu près la même chose. Donc, on analyse les cibles, les canaux, on sélectionne les médias, on définit un calendrier de diffusion, on définit le contenu, les messages, on définit le budget, les ressources, et on prévoit l'évaluation des résultats. Donc, en termes d'ajustement, c'est important de définir un système parce que ça permet de s'ajuster vraiment et c'est très important. Si une campagne, finalement, elle ne marche pas sur un réseau en particulier, il est toujours temps de changer de stratégie et de tester un autre. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on n'a pas mentionné ici, c'est le partenariat média. En tant qu'association, je trouvais que c'était très intéressant de nouer ce lien-là, en particulier avec les médias qui ont envie aussi de mettre en valeur des associations, des initiatives locales qui ont un impact social. Donc, mais pour ça, il faut pouvoir leur donner
les moyens, les outils. C'est-à-dire qu'il faut déjà leur donner des photos, il faut déjà leur donner un topo avec un texte déjà bien riche en informations, en chiffres, par exemple, etc., pour qu'ils puissent relayer l'information. Et essayer d'établir des relations à long terme avec les partenaires médias. Donc, voilà, je suis déjà à la fin du slide. Donc, finalement, on a parcouru ensemble les grandes lignes d'une stratégie de communication, la traduction opérationnelle en plan de communication, déclinaison spécifique comme le plan média. Mais si je voulais que vous reteniez 4 points importants avant de passer aux questions, ça serait d'abord, il faut partir d'une vision stratégique claire et que cette vision stratégique communication, elle soit alignée sur les objectifs stratégiques de l'organisation globale. Ensuite, il faut vraiment structurer et planifier sa communication. Ne pas penser qu'on va y aller par à coup. Il vaut mieux attendre un moment et vraiment planifier à long terme que de faire une action puis oublier la communication pendant 2-3 mois puis revenir parce qu'on a un objectif. Non, c'est une relation qui se construit à long terme et qui se nourrit à long terme. Donc vraiment, il faut essayer de se dire voilà, j'ai ces temps très importants dans mon projet, j'ai le lancement maintenant, après je vais avoir cette activité, mais entre-temps, comment je peux communiquer pour conserver cette présence à l'esprit, pour pouvoir conserver cette relation que l'on construit. Ensuite, il faut vraiment, le troisième point, c'était la cohérence dans les messages, dans les visuels, dans les canaux, dans le ton utilisé. Il faut vraiment être cohérent. Et le dernier point, c'est être authentique. C'est donc la communication. Elle doit être sincère, elle doit créer du lien, mais pas juste du bruit. Et donc, voilà mes 4 points pour moi. Voilà, j'étais assez rapide parce que je voulais pouvoir rentrer dans le temps et prendre quand même des messages et des questions. Donc, je vais essayer de voir les personnes qui ont communiqué ici sur le chat. Il y a plusieurs mains qui sont levées en même temps. Je vais juste voir si j'ai une question en particulier, sinon je veux... Les valeurs selon notre donc ça, c'était les personnes qui ont répondu au fait à la première question, c'était quoi l'objectif? Je vais ouvrir la file d'attente. Voilà, alors Hamid Youssouf Souleyman, peut-être prendra la parole. Juste soyez bref, s'il vous plaît, dans les questions, comme ça on aura le temps de répondre à plusieurs. Alors, je donne la main. D'accord, merci. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Vous me recevez? On ne vous entend pas très bien. Non, on ne vous entend pas très bien. Peut-être se rapprocher du micro, si possible. Si, je suis très proche du micro. Comme ça, vous me saisissez? Oui, très bien. Ok. Moi, j'ai d'abord félicitations pour la qualité de la présentation. C'est très fluide, c'est très simple, c'est très compréhensif. Ma question, c'est de savoir s'il y a des outils qui nous permettraient en fait de synchroniser surtout la communication sur les différentes plateformes. Si on a besoin de publier par exemple la même activité ou la même information sur LinkedIn, X, Facebook, ainsi de suite, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui nous permettrait en fait de synchroniser et quand on clique, on pourra déjà publier sur toutes les plateformes. Sinon, pour le reste, c'est très clair et merci un peu plus pour la qualité de la présentation. Avec plaisir, Hamid. Alors, en fait, oui, il y a des outils de programmation. Il y en a plusieurs. Je pourrais partager par la suite. Mais en fait, ils sont intéressants parce que c'est du gain de temps. Même d'ailleurs, il y a des Notion qui vous permet de planifier. Il y a, là, tout de suite, c'est parti. Mais en fait, par contre, le bémol, c'est que quand vous dites je veux cliquer et publier, ce que je veux faire, sur quoi je veux que vous portiez votre attention surtout, c'est le fait qu'il faut adapter. Même si j'ai un message que je veux le mettre sur LinkedIn, sur X, etc. Il y a déjà X, par exemple, il faut que j'ai
un nombre de caractères spécifiques, j'ai un ton spécifique qui est vraiment totalement différent de si je devais utiliser sur Instagram, qui est un langage différent. Et ensuite, je passe la même chose pour LinkedIn. Là, c'est l'occasion d'en dire plus et de se présenter différemment et d'atteindre un cible différemment. Donc, oui, il y a des outils qui permettent de s'organiser, de publier, de programmer, etc. Mais il faudrait faire quand même attention sur ce point-ci. Je sais que tout le monde veut aller plus vite et que c'est très pratique, etc. Mais voilà, je fais un bémol sur ce point. J'espère que j'ai répondu. Je vais passer à Régis. Oui, merci beaucoup, Madame Nadia. Merci pour votre brillante présentation. J'ai 3 petites questions. Vous avez parlé d'une vision stratégique de la communication au niveau de l'organisation, mais je voudrais savoir qui doit communiquer dans une organisation. Est-ce que le porte-parole qu'on désigne, ou bien le chargé de la communication, ou bien tous les membres de l'organisation sont habilités à communiquer? Donc, ça m'a première préoccupation. Ma seconde, c'est quelle est la période propice pour communiquer ou à quelle occasion il faut communiquer parce que est-ce qu'il faut au lancement, par exemple, d'un projet, communiquer avant le projet ou au cours, c'est pendant la période d'exécution ou bien c'est après l'exécution du projet? Voilà, ça c'est ma seconde préoccupation. Et ma dernière préoccupation porte sur les résultats. Quand on veut, par exemple, quantifier les, les cibles ou l'impact de la communication, comment évalue-t-on les cibles qui ont été touchées? Quand je prends l'exemple d'une émission radiophonique, par exemple, et comment peut-on mesurer, par exemple, le résultat de l'impact de la communication? Parce qu'il nous est demandé souvent de dire, d'évaluer un peu les résultats des communications qui ont été menées. Par exemple, sur les réseaux sociaux, comment on peut évaluer le résultat de la communication? C'est des aspects importants parce que ça fait partie des composants de la structure des projets. Et puis, enfin, mettez la communication en situation de crise, quelles sont les précautions qu'on peut prendre? Ça fait 4 là. Si je réponds à toutes vos questions, Régis, je pense que je ne laisserai plus la parole à personne d'autre. Merci. Alors, déjà, la première question, rappelez-moi juste le thème, j'ai oublié entre-temps, voilà pourquoi. Voilà, je vous ai embrouillé, c'est qui doit communiquer? Alors, qui doit communiquer? Alors, il y a déjà, oui, c'est une histoire de porte-parole. On définit normalement un porte-parole. Ça peut être la direction, ça peut être la chargée ou responsable communication, ça peut être aussi les collaborateurs. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que si on ouvre la porte à tout le monde, il faut être sûr que les mêmes messages vont être portés de la même façon et qu'il va y avoir une cohérence. Et c'est pour ça qu'en général, on identifie 1 à 2 personnes qui prennent la parole. Par exemple, la direction générale peut prendre la parole et à ce moment-là, elle a déjà elle est alignée avec la personne qui est responsable de la communication pour tenir un certain discours, pour faire passer certains messages. C'est ces mêmes messages-là qui sont repris après sur les réseaux sociaux, par un communiqué de presse ou autre. Et ensuite, c'est important aussi d'avoir transmis ces messages-là en interne pour que si jamais un des collaborateurs est amené à prendre la parole, parce que des fois, on peut avoir un siège dans un espace, dans une ville et avoir des projets qui sont dans d'autres villes et les journalistes peuvent être directement. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est que la personne à ce moment-là qui prend la parole, déjà, elle est alignée en termes de contenu, de message, etc. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Ensuite, la deuxième question, c'était par rapport, rappelle-moi Régis. Oui, quelle est la période propice? Je veux savoir. La période, voilà. Alors, la période, c'est important. C'est pour ça qu'on dit on plan de communication, qu'on planifie. Si j'ai un événement en décembre, je ne vais pas attendre
décembre pour communiquer? Parce que je risque de ne pas avoir suffisamment de personnes, par exemple, qui vont venir. Les gens ont déjà booké leur espace. Je vais peut-être pas avoir mes intervenants. Ou les gens, par exemple, ne vont pas acheter des billets si c'est des événements payants, et, par exemple, un gala de charité ou autre. Donc, il faut vraiment anticiper la communication, même en faisant par exemple un teaser, en disant voilà, en décembre, on a une annonce, et puis essayer d'échelonner peut-être cette information-là selon ce qu'on a de disponible, sans fatiguer non plus l'audience ou le faire trop tôt en amont et à ce moment-là perdre le momentum. Donc, il faut trouver le juste milieu au niveau du timing. Et je pense que la dernière question, c'était par rapport au suivi. Alors, le suivi, quand on passe, par exemple, à la radio, on peut mettre comme indicateur le fait que cette radio-là a tant d'audience. La radio peut communiquer ces informations-là. Après, ça peut être aussi, c'était quoi le message à la radio? C'était contacter le 00, machin, pour avoir plus d'infos. C'est aussi cette information-là va permettre aussi de mesurer est-ce que le message est bien passé, est-ce que c'était finalement le bon moment de passer à cette heure-là à la radio. Si vous me passez un message à 10 heures à la radio, peut-être qu'il n'est pas écouté par les dirigeants parce qu'ils sont déjà arrivés au travail ou autre. Voilà, il faut pouvoir avoir différentes informations pour pouvoir les mesurer. Pour les réseaux sociaux, c'est différent parce qu'on a, par exemple, sur notre plateforme, on a des statistiques qui nous permettent de suivre, le temps de visionnement de la vidéo, le nombre de likes, le nombre d'engagements, l'interaction, les impressions, etc., qui permettent finalement de mesurer. Et puis, c'est d'essayer de se faire des photos, on va dire, des captures de ce moment-là. Le moment avant, le moment pendant le lancement de la communication, le moment après, et puis voir aussi combien il y a eu de clics qui sont arrivés sur le site web de l'association après avoir publié à cette même période, etc. Ce sont plusieurs informations qui permettent d'avoir ces indicateurs. Par exemple, à un événement, c'est de savoir combien il y a de personnes qui se sont vraiment présentées, combien de médias présentés, combien finalement, si on cherchait à avoir des dons, combien de personnes ont fait des dons sur place ou avant, ou ont été plus à l'aise juste à poser des questions. Tout ça, toutes ces informations-là peuvent être des indicateurs. Voilà pour les 3 questions. Je pense Merci. Avec plaisir. Il y avait Assietou, Han. Je suis désolée si je... Voilà. Bonjour Nadia, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, moi j'ai 2 questions. La première, c'est d'abord comment communiquer sur 2 projets qui se déroulent simultanément pour le compte d'une association. D'accord. On peut communiquer simultanément sur 2 projets qui ciblent 2 personnes, de communautés différentes, qui ciblent de choses différentes. Et en fait, là, c'est là où la charte visuelle est importante. Parce que disons qu'on est l'association, mais qu'on va communiquer sur un projet sur l'environnement. Et il faudra avoir charté ce projet-là d'une façon qu'il soit bien distinctif d'un projet sur l'éducation. Que quand on communique, la charte couleur ou le visuel ou la façon dont c'est présenté va maintenir la cohérence autour d'un projet en soi, ce qui fait que ça ne va pas forcément se mixer. Ça va juste dire l'association porte 2 projets en même temps. Et en plus, on peut avoir aussi une communication portée par l'association qui explique ça. C'est-à-dire, l'association X est engagée au niveau d'éducation et au niveau d'environnement, elle a 2 projets, et après, les projets en soi communiquent séparément. Voilà. Je pense que j'ai répondu. Oui, tout à fait. Alors, la seconde question, dans le cas où, pas on oublie, mais peut-être une omission de communication sur un projet, parce que cela nous est arrivé dans le cadre d'une consultance. Donc, je me suis rendu compte que le projet la communication devrait passer au préalable, ce qui n'a pas été fait. Donc, les enquêtes qualitatives à mener sur le plan stratégique posaient problème puisque la communication à l'avance n'a pas été faite. Alors, la solution qui a été préconisée, c'est de faire une petite vidéo, je vais dire plutôt un podcast, sur lequel on a eu à présenter brièvement le projet et inviter
la communauté à répondre au sondage en enquête qualitative. Alors, la question, c'était, est-ce que c'était une bonne approche ou on devrait procéder autrement? Je ne peux pas juger là comme ça sans avoir beaucoup plus d'éléments euh, pour me prononcer en fait. Donc, c'est un peu trop difficile pour moi ni le contexte ni l'information complète. Je suis désolée. Alors, je peux carrément expliquer pour que vous sachiez, bon, juste pour pallier à d'éventuelles situations à l'avenir. Donc, il s'agissait d'un projet sur les violences basées sur le genre. Donc, l'idée au préalable, c'était déjà de présenter le projet qui était tout à fait nouveau dans le cadre de l'association et aussi avoir la possibilité, à l'étape où nous étions, de faire une enquête qualitative dans le cadre des activités à mener pour un futur proche, toujours dans le cadre du projet. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette stratégie de production de podcasts et qui explique à la fois l'utilité des projets et éventuellement inviter la communauté à répondre au sondage. D'accord. En fait, vous êtes en train de répondre vous-même à votre question, c'est-à-dire que après avoir eu le sondage, etc., ça vous donne normalement les résultats de ces sondages-là vont vous dire est-ce que ils ont eu suffisamment d'informations, est-ce que ça a apporté, etc. Et le nombre de personnes qui participent au sondage aussi, c'est important. Je pense que tout ceci va constituer des indicateurs pour voir s'il faut adapter, ajouter d'autres supports ou aller sur d'autres canaux. Merci. Avec plaisir. Je pense qu'on a une dernière question de Hamid qui reprend la parole. Oui, il faut désactiver le micro, Hamid. Plutôt l'activer. Hamid, la main est levée, mais je ne peux pas vous activer le micro, donc c'est à vous de le faire pour pouvoir prendre la parole. Ah, la main n'est plus levée. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense que ça va clore l'atelier. Vous pouvez toujours, bien sûr, me contacter sur LinkedIn en m'envoyant un message, en identifiant le moment où on a échangé et me poser votre question. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Et merci aux organisateurs à leur appui. Et donc, au plaisir peut-être d'échanger dans un futur proche. Et sinon, je vous souhaite une bonne continuation dans le cadre de ce programme. Alors, mon LinkedIn, s'il vous plaît. Oui, alors c'est Kadiri Nadia. Je pense qu'il était, je peux le partager, sinon en ligne, 2 secondes. C'est 2 secondes. Voilà. Merci encore. À très bientôt. Au revoir.